Au cœur de l'univers se trouve une force mystérieuse et puissante, cachée, dont les secrets n'attendent que d'être percés. C'est une force qui pourrait changer le monde tel que nous le connaissons. Et elle porte le nom d'antimatière. Découvrons ce qu'est cette chose. Et comment nous pourrions l'utiliser pour révolutionner notre vie. L'antimatière, c'est le fantasme de la science-fiction qui prend vie. Tu en as peut-être déjà entendu parler dans Star Trek et Star Wars. Mais il s'agit en fait d'une chose bien réelle que les scientifiques étudient depuis plus d'1 siècle. Mais de quoi s'agit-il exactement? Et en quoi diffère-t-elle de la matière ordinaire? Commençons par les bases. Tu sais probablement que les atomes sont constitués de minuscules particules appelées protons, neutrons et électrons. Ces particules sont toutes constituées de matière, c'est-à-dire ce dont nous sommes chacun faits et qui compose le monde qui nous entoure. Et l'antimatière, c'est exactement la même chose, mais avec un petit quelque chose en plus. Au lieu de protons, les atomes d'antimatière ont ce qu'on appelle des antiprotons. À la place des neutrons, des antineutrons. Et en lieu d'électrons, ils ont des positrons. En fait, l'antimatière est constituée de particules dont la charge, le spin et les autres propriétés sont opposées à celles de la matière ordinaire. Tandis qu'un proton a une charge positive, un antiproton a une charge négative. Et tandis qu'un électron a une charge négative, un antiélectron, également connu sous le nom de positron, a une charge positive. Tu comprends? L'antimatière est en quelque sorte le jumeau contraire de la matière. C'est l'image inversée de tout ce qui nous est familier. Tout comme Batman a le Joker, la matière a l'antimatière. Alors, si tu as toujours voulu savoir ce que ça faisait d'être dans un monde où tout est opposé, voici ta réponse. Et voilà le meilleur. Lorsque les particules d'antimatière et de matière se rencontrent, elles s'annihilent littéralement, libérant en même temps une immense quantité d'énergie. C'est pourquoi les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une source d'énergie quasi illimitée. Peut-être te demandes-tu où se trouve toute cette antimatière? Pourquoi ces antiparticules ne volent-elles pas dans tous les sens en produisant un spectacle pyrotechnique à chaque contact avec des particules ordinaires? À vrai dire, les scientifiques pensent que lors du Big Bang, la matière et l'antimatière ont été créées en quantités égales. Mais pour une raison quelconque, c'est la matière qui semble avoir prédominé. Ainsi, lorsqu'elles ont commencé à se détruire mutuellement, c'est finalement la matière ordinaire qui l'aurait emporté d'un cheveu. Pourquoi cela se serait-il produit? Nous n'en savons toujours rien. C'est l'un des plus grands mystères de la physique. Tout ce que nous savons, c'est qu'en fin de compte, c'est ainsi que nous avons obtenu l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Tu te demandes sûrement à quoi ressemblerait notre univers si la matière ordinaire avait disparu. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. L'antimatière est considérée comme l'un des objets d'étude les plus fascinants du monde scientifique. Elle pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers et, bien sûr, présenter une nouvelle source d'énergie. Imagine un carburant capable d'alimenter un vaisseau spatial jusqu'aux confins de la galaxie, ou une centrale électrique qui pourrait subvenir aux besoins de villes entières. Voici ce que nous pourrions obtenir si nous résolvions cette énigme. Mais comment l'antimatière a-t-elle été découverte? Surtout si l'on considère qu'il n'en restait rien après le commencement de l'univers. Eh bien, les scientifiques sont parvenus à la découvrir d'une façon très astucieuse. Tout d'abord, il faut remonter le temps, jusqu'au début du XXe siècle. C'est à cette époque qu'un physicien du nom de Paul Dirac a prédit l'existence de l'antimatière. Il avait conçu une théorie selon laquelle pour chaque particule de matière dans l'univers, il devait nécessairement se trouver une antiparticule correspondante. Cette idée a fait grand bruit à l'époque. Mais sa théorie a par la suite été confirmée au moyen d'expérimentation. Dans les années 1930, un autre physicien, Carl Anderson, a découvert le positron, le contraire de l'électron. C'était la première particule d'antimatière connue. Et cette découverte a constitué une énorme avancée pour la science. Les scientifiques ont rapidement découvert d'autres antiparticules, ce qui a donné naissance à un tout nouveau domaine d'étude, la physique de l'antimatière, que nous explorons encore aujourd'hui. Mais comment avons-nous découvert ces particules ? Ne vient-on pas de dire qu'il n'y avait plus eu d'antimatière après le Big Bang? Eh bien, pas exactement. Il y a bien de l'antimatière dans l'espace, mais elle est très rare et la dénicher constitue une véritable chasse au trésor.
Les scientifiques traquent les particules d'antimatière dans l'espace en recherchant des rayons cosmiques qui en sont composés. Il nous est également possible de créer de l'antimatière en laboratoire. À l'heure actuelle, les scientifiques utilisent pour cela des machines ultra sophistiquées connues sous le nom d'accélérateurs de particules. Le plus célèbre d'entre eux est le Grand Collisionneur de Hadron du CERN, qui est le plus grand au monde. Ces machines projettent de minuscules particules à très grande vitesse. C'est un peu comme un jeu de billard cosmique. Lorsque ces particules s'entrechoquent, elles génèrent des particules d'antimatière. Ensuite, on utilise des conteneurs spéciaux, appelés pièges de Penning, pour stocker celles-ci. C'est comme si tu gardais une petite supernova dans un bocal. À présent, grâce à l'antimatière, nous pouvons changer notre monde du tout au tout. Les chercheurs estiment que même une quantité infime d'antimatière, pas plus que quelques milligrammes, pourrait te donner la même énergie que la combustion de millions de litres d'essence. Ainsi, même avec une toute petite quantité, tu pourras alimenter une ville entière, pendant 1 an. C'est comme si tu tenais la puissance d'une petite étoile dans ta main. C'est pourquoi la communauté scientifique cherche des moyens d'exploiter cette superpuissance pour améliorer nos vies. Ils espèrent l'utiliser pour produire de l'électricité, comme nous le faisons avec le charbon et le gaz naturel. À l'avenir, elle pourrait même être utilisée comme une source d'énergie aussi propre qu'inépuisable. On espère également l'utiliser pour alimenter des vaisseaux spatiaux afin de pouvoir voyager vers d'autres planètes, voire même d'autres étoiles. Imagine une fusée qui pourrait nous emmener aux confins de la galaxie, alimentée par la seule énergie de l'antimatière. Même une petite quantité de celle-ci serait capable de propulser un vaisseau spatial pendant très longtemps. Et ce n'est pas tout. L'antimatière peut également être employée en médecine. Les scientifiques tentent de s'en servir pour lutter contre le cancer et prendre des clichés de l'intérieur de nos corps. C'est comme un formidable outil capable d'aider les médecins de bien des façons. En bref, l'antimatière est aussi puissante que surprenante, et il ne nous reste plus qu'à trouver comment nous en servir. Et c'est là qu'est le hic. Même si l'antimatière est très puissante, elle est aussi très difficile à fabriquer, autant qu'à conserver. Il faut beaucoup d'énergie pour produire ne serait-ce qu'un tout petit peu d'antimatière. Elle nécessite des apports d'énergie considérables, ce qui la rend très chère à produire en grande quantité. Il existe aussi d'autres problèmes. Par exemple, une fois que nous avons obtenu notre petite quantité d'antimatière, comment la conserver ? Nous ne pouvons pas la mettre dans un simple bocal. Les antiparticules sont extrêmement instables et elles sont également attirées par la matière ordinaire, comme un aimant est attiré par un frigo. Les scientifiques ont donc trouvé des moyens astucieux de les stocker, comme les piéger dans le vide, ou les garder dans des champs magnétiques incroyablement puissants. Et même dans ces cas-là, il s'agit toujours d'un processus délicat et coûteux. Ces raisons, et bien d'autres encore, expliquent pourquoi l'antimatière n'est pas encore viable pour une production à grande échelle. Si tu essaies de remplir le réservoir de ta voiture avec de l'antimatière, cela coûterait plus cher que le PIB d'un petit pays. Mais même si la création d'antimatière présente un énorme défi scientifique, les bénéfices potentiels sont énormes. C'est pourquoi les chercheurs s'efforcent actuellement de trouver des moyens de produire et de stocker l'antimatière de manière plus efficace et plus rentable. Et s'ils y parviennent, elle pourrait devenir la nouvelle source d'énergie ultime. La recherche sur l'antimatière est un domaine fascinant et qui évolue rapidement. Alors, qui sait, peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons éclairer nos maisons et faire avancer nos voitures avec de l'antimatière. Ce serait plutôt génial. Des scientifiques ont découvert une étoile invisible nichée au cœur de la Voie lactée. Une étoile qui a joué un rôle clé dans la genèse de notre galaxie. Située à 26 000 années-lumière, en son centre, un objet massif et imperceptible a commencé à se diffuser partout. Et vous l'inhalez à chaque instant sans même en avoir conscience. Tout débuta dans les années 70, lorsqu'une astronome du nom de Vera Rubin entreprit d'étudier la galaxie d'Andromède. Son objectif était de vérifier si les étoiles suivaient des trajectoires prévisibles. Imaginez que vous fassiez tournoyer une balle au bout d'une ficelle autour de vous. Plus elle est proche, plus elle tourne rapidement sur une orbite réduite. À l'inverse, si vous relâchez la ficelle, la balle ralentit et décrit un cercle plus large. Tel est le principe fondamental de la gravité. Il en va de même pour les planètes. Celles qui gravitent à proximité du Soleil, comme Mercure, parcourent leur orbite en quelques mois seulement, tandis que les plus éloignées, telles que Neptune et Saturne, mettent plusieurs décennies à achever leur révolution.
Les étoiles devraient donc suivre ce même schéma en orbitant autour du centre de leur galaxie, les plus proches se mouvant rapidement, tandis que celles situées en périphérie devraient se ralentir. Or, lorsque Rubin mesura leur vitesse, elle fit une découverte troublante. Ces étoiles ne ralentissaient pas. Les étoiles lointaines se déplaçaient à une vitesse comparable à celle proche du centre. Logiquement, ces galaxies auraient dû se disloquer. Pourtant, elles demeuraient intactes. Ce paradoxe indiquait qu'une force mystérieuse les maintenait en cohésion. Une présence indétectable, un objet massif et invisible dissimulé au centre galactique, exerçant son influence sans jamais se dévoiler. Rubin entreprit de répéter ses observations sur d'autres galaxies. Il ne s'agissait pas d'une anomalie isolée, mais d'un phénomène omniprésent. Elle venait par hasard de mettre en évidence que ces structures cosmiques baignaient dans une matière d'une densité colossale, bien supérieure à celle de toutes les étoiles, planètes et nuages de gaz réunis. Une force invisible les enveloppait. Les astronomes baptisèrent cette entité « matière noire », car elle n'émet aucune lumière, ne la reflète pas et ne semble interagir avec aucune autre substance. Elle est simplement là. Et pourtant, toutes les modélisations confirment non seulement son existence, mais aussi son rôle fondamental. Elle constitue à elle seule 85% de la masse totale de l'univers. Sans elle, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Pourtant, tout comme l'étoile invisible détectée au centre de la Voie lactée, la seule manière de la percevoir était son empreinte gravitationnelle. Comment déceler ceux qui refusent obstinément de se laisser trouver? Récemment, des scientifiques ont émis l'hypothèse de l'existence d'une étoile invisible au centre de la Voie lactée. Une découverte fascinante qui pourrait enfin nous offrir un aperçu de la nature réelle de la matière noire. Ils ont commencé par traquer les moindres indices de son existence, scrutant tous les signes possibles de sa présence. Ils ont analysé le mouvement des galaxies et provoqué des collisions de particules dans des accélérateurs géants, espérant générer en laboratoire d'infimes fragments de matière noire. Mais ces efforts n'ont guère donné de résultats. Ils ignoraient même ce qu'ils devaient chercher. La matière noire est-elle seulement constituée de particules? Une théorie suggérait qu'elle serait formée de particules fantomatiques, à peine capables d'interagir avec la matière ordinaire. D'autres hypothèses avançaient qu'elle pourrait apparaître et disparaître en un clin d'œil. Un problème subsistait néanmoins. Si la matière noire fonctionnait ainsi, alors les centres galactiques devraient être incroyablement denses, saturés de matière comprimée dans un volume infime. Or, l'observation révèle une toute autre réalité. Les noyaux des galaxies semblent étonnamment diffus, étendus, presque éthérés. C'est alors qu'une nouvelle théorie a vu le jour. Et si la matière noire nichée au cœur des galaxies n'était pas composée de particules lourdes, comme on l'avait longtemps supposé? Si elle était d'une nature si ténue qu'elle se comportait davantage comme un filament aérien? Ces filaments hypothétiques seraient d'une légèreté inouïe, bien au-delà de tout ce que la science a pu observer jusqu'ici. Ils seraient même des milliards de fois plus petits qu'un neutrino, pourtant déjà la particule la plus légère connue. Ce concept, baptisé matière noire floue, pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Une équipe d'astrophysiciens a voulu éprouver cette hypothèse. Ils ont donc conçu une simulation, modélisant une galaxie avec deux éléments principaux, une grande quantité de matière noire floue et une petite fraction de gaz, le même type de gaz qui engendre les étoiles visibles. Une fois le programme lancé, ils ont simplement laissé le système évoluer, observant avec attention l'interaction entre ces deux composants. Au départ, ce fut un chaos total. Mais progressivement, la matière noire floue commença à se condenser, se regroupant pour former un gigantesque objet invisible près du centre galactique. Le gaz réagit immédiatement, se dispersant dans cette masse impalpable, s'y mélangeant et générant une faible lueur. Puis, un phénomène extraordinaire se produisit, donnant naissance à des étoiles sombres. Contrairement aux étoiles classiques comme notre Soleil, rayonnant de chaleur et de lumière, ces objets étaient les colossaux, invisibles, et résultèrent de la fusion de deux formes de matière. Une entité totalement nouvelle, jamais observée jusqu'alors. Ces structures s'étendraient sur des milliers d'années-lumière, tout en étant presque immatérielles, plus proches d'immenses nuages cosmiques que de véritables astres. Leur nature leur valut d'être nommées étoiles à fermions-bosons. Enfin, le mystère de la matière noire semblait trouver une explication. Le noyau de ces étoiles invisibles présentait une densité idéale, ni trop élevée, ni trop faible, et correspondait exactement aux observations des astronomes sur les galaxies réelles. Si cette hypothèse venait à être confirmée, elle pourrait expliquer le comportement et le rôle de la matière noire dans l'univers.
Chaque galaxie de l'univers pourrait alors être influencée par l'un de ces gigantesques objets fantômes. L'étoile cachée au cœur de la Voie lactée pourrait en être un, façonnant notre galaxie d'une manière dont nous n'avions jamais eu conscience. Cette matière se comporterait bien différemment de la matière ordinaire. Incapable de former des structures solides, elle existerait sous forme d'un réseau complexe et mouvant de filaments ou de cheveux. Cela signifie aussi que la Terre pourrait être entièrement plongée dedans. La matière noire restant soumise à la gravité, elle est attirée par les planètes et les étoiles, se concentrant en flux denses qui l'amènent à traverser notre planète tout en l'enlaçant, oscillant en permanence. Si nous pouvions l'observer, elle apparaîtrait sous forme de filaments lumineux et invisibles, perçant la planète et s'étirant dans l'espace. Mais ce n'est qu'un début. Désormais, les scientifiques doivent affiner leurs modèles, les enrichir de détails et confronter leurs prédictions aux observations réelles des galaxies. La découverte d'une étoile sombre au cœur de la galaxie n'est pas notre seul indice. Heureusement, un phénomène cosmique nous permet d'en détecter la trace. La lentille gravitationnelle. Lorsque la lumière d'une galaxie lointaine traverse l'univers, elle peut croiser une galaxie massive ou un autre objet au champ gravitationnel intense. Plutôt que de poursuivre sa trajectoire en ligne droite, elle est alors courbée par cette force colossale. En atteignant la Terre, cette lumière déformée offre une image agrandie et distordue de la galaxie d'origine, comme si nous regardions à travers un verre courbé. Si la matière noire est floue, elle devrait laisser une empreinte singulière sur ces images, rendant certaines zones légèrement troubles et ondulées. Pour en avoir la confirmation, il fallait un objet idéal à observer, et les scientifiques en ont trouvé un. Une galaxie lointaine dont la lumière, déformée par la gravité, présentait une étrange silhouette allongée. Ils ont alors relié des radiotélescopes du monde entier, formant un télescope virtuel d'échelle planétaire. Il était capable de zoomer jusqu'à percevoir les détails les plus infimes de cette galaxie aussi nettement qu'un grain de sable sur la Lune. Ils ont ensuite mené une vaste expérience, générant des simulations de cette image avec différentes tailles de particules de matière noire floue. À un moment précis, ils ont fini par découvrir une correspondance parfaite. Cela leur a permis de calculer la masse exacte de ces particules bien avant de les détecter. Les indices pointent directement vers notre propre galaxie. Les zones les plus denses de ces cheveux cosmiques, leurs racines, pourraient être étonnamment proches, à seulement quelques dizaines de milliers de kilomètres de la Terre, une distance accessible pour une sonde spatiale. Avec la découverte de cette étoile invisible au centre de la Voie lactée, il ne reste plus qu'à l'étudier de près. Une mission vers l'une de ses racines pourrait enfin nous permettre de résoudre l'un des plus grands mystères de l'univers. La matière noire est une substance énigmatique constituant environ 85% de la matière totale de l'univers. Bien que nous soyons incapables de la voir ou de la toucher, la matière ordinaire qui compose les étoiles, les planètes et tout ce qui nous entoure est visible car elle émet, absorbe ou réfléchit la lumière. La matière noire, en revanche, ne présente aucune de ces propriétés, ce qui la rend indétectable à l'œil nu. Nous n'avons même pas la certitude de son existence réelle. La raison pour laquelle les scientifiques postulent la présence de matière noire repose sur ses effets gravitationnels observables sur les galaxies et d'autres objets cosmiques. Par exemple, la rotation des galaxies en spirale ne suit pas les lois de la physique telles que nous les comprenons actuellement. Selon ces lois, les bords extérieurs des galaxies devraient ralentir. Or, ce n'est pas le cas. Ils maintiennent la même vitesse, voire accélèrent. Il semble également que la matière noire agisse comme une sorte de colle invisible qui maintient les galaxies ensemble. Sans cette masse gravitationnelle additionnelle, les galaxies ne parviendraient pas à rester soudées. Elles se désagrégeraient et leurs étoiles se disperseraient dans l'espace. Malgré son rôle essentiel dans la structure de l'univers, nous ignorons encore de quoi est constituée cette matière noire. Depuis des décennies, les chercheurs tentent d'en percer le mystère. Quelques indices ont été relevés au fil des expériences, mais aucune preuve irréfutable n'a été apportée à ce jour. Peut-être que le futur collisionneur circulaire permettra de résoudre cette énigme. Une force mystérieuse semble attirer notre galaxie tout entière, ainsi que de nombreuses autres, vers un point précis de l'espace. Ce phénomène est connu sous le nom de grand attracteur. Il s'agirait d'une région extrêmement vaste de l'univers, dont la masse est estimée à environ 10 millions de milliards de fois celle de notre Soleil, et dotée d'une exceptionnelle force gravitationnelle. Les scientifiques supposent qu'il pourrait s'agir d'un superamas de galaxies, bien que cela reste incertain. La difficulté réside dans le fait que nous ne pouvons pas l'observer directement,
car il est masqué par la Voie lactée, laquelle, d'ailleurs, se dirige vers lui à une vitesse vertigineuse d'environ 600 km par seconde. Tout comme pour la matière noire, nous n'avons connaissance de sa présence qu'à travers son influence sur le mouvement des galaxies environnantes. Ces galaxies sont attirées vers cette région, alors que, dans un univers en expansion, elles devraient normalement s'éloigner les unes des autres. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que ce grand attracteur pourrait lui-même se diriger vers une entité encore plus massive, le superamas de Shapley, qui constitue la plus grande concentration de galaxies dans notre voisinage cosmique. En 2017, les astronomes ont fait la découverte d'un objet singulier baptisé Oumuamua. Il s'agissait du premier visiteur connu provenant d'un autre système stellaire. Cet objet, relativement petit, mesurait de 100 à 1000 mètres de long. Il était de forme allongée et mince, arborait une teinte rougeâtre et se déplaçait de manière particulièrement atypique. En passant près du Soleil, il a soudainement accéléré avant de quitter notre système solaire sans plus de cérémonie. De nombreuses théories ont alors émergé. Sa forme inhabituelle ne correspondait pas à celle d'un astéroïde. Les scientifiques ont d'abord envisagé qu'il puisse s'agir d'une comète, mais il ne présentait aucune des caractéristiques classiques, telles qu'une queue de gaz et de poussière. Finalement, certains chercheurs sont même allés jusqu'à avancer les hypothèses les plus audacieuses, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une sonde extraterrestre. Depuis lors, Oumuamua a suscité un vif débat et beaucoup de spéculations. Cependant, il a été établi après un certain temps qu'il ne s'agissait que d'un objet naturel doté de propriétés singulières. C'était probablement un fragment issu d'un système stellaire lointain, tel que l'éclat d'une comète désintégrée ou même un morceau de planète. Mais Oumuamua a suscité tant d'intérêt qu'en 2022, des astronomes ont même proposé d'envoyer une sonde spatiale pour tenter de le rattraper. Une telle mission pourrait nécessiter environ 26 ans de voyage. Quant aux créatures extraterrestres, où sont-elles ? Il existe une théorie appelée l'hypothèse de la Terre rare, qui suggère que la vie telle que nous la connaissons serait en réalité extrêmement peu commune dans l'univers. Dans les années 70 et 80, les scientifiques soutenaient que la Terre n'était qu'une planète banale au sein d'un système solaire ordinaire. En adoptant cette perspective, la vie devrait être largement répandue dans tout l'univers. Et avec ces milliards de planètes existantes, il serait déraisonnable de penser qu'aucune d'entre elles ne soit semblable à la nôtre. Cependant, le géologue Peter Ward a avancé l'idée que l'apparition d'une vie complexe comme la nôtre reposait sur une combinaison extraordinairement rare de conditions. En effet, l'histoire d'une planète, avec l'ensemble de ses paramètres astrophysiques et géologiques, doit être parfaitement ajustée pour permettre le développement d'une telle forme de vie. Réfléchissez-y, il faut que la planète se trouve dans une zone propice de la galaxie, à une distance idéale d'une étoile stable, qu'elle soit rocheuse avec la présence d'eau et une atmosphère adéquate, que des molécules complexes émergent, que les primates adoptent la station debout, et bien d'autres facteurs. Cela apporte également une explication au paradoxe de Fermi, qui pose la question suivante. Si la vie extraterrestre est si répandue, pourquoi n'en avons-nous détecté aucun signe ? L'hypothèse de la Terre rare y répond. L'univers pourrait bien être peuplé de plantes, de créatures extraterrestres et d'animaux fascinants, mais l'existence d'une autre espèce intelligente, voilà qui est une toute autre affaire. Quant à savoir si l'humanité est réellement intelligente, c'est un autre débat. Et même si de telles formes de vie existaient, elles pourraient être situées à des distances prodigieuses les unes des autres, rendant ainsi toute forme de communication ou de contact hautement improbable. Une autre théorie similaire, celle du grand filtre, suggère l'existence d'un obstacle majeur qui se trouverait quelque part sur le chemin évolutif allant des microbes aux civilisations avancées. Cette idée a été avancée par l'économiste Robin Hanson. Il pensait également que la vie intelligente, telle que nous la concevons, n'était peut-être pas si répandue dans l'univers. Toutefois, il ne croyait pas que cela soit dû à des conditions uniques, propres à notre planète, mais plutôt à l'existence d'une sorte de filtre qui limiterait les probabilités qu'une forme de vie évolue jusqu'à atteindre notre niveau de complexité. Ce filtre pourrait se situer à divers stades de l'évolution. Peut-être au niveau des premiers microbes, ce qui signifierait que nous avons déjà réussi à le franchir, ou bien plus tard dans l'avenir, ce qui impliquerait que nous pourrions disparaître comme tant d'autres avant nous. Il est possible que les jalons futurs, comme la colonisation d'autres planètes et de la galaxie, soient beaucoup plus ardus, voire impossibles à réaliser. Des événements imprévus pourraient survenir, des catastrophes potentielles, l'épuisement des ressources ou d'autres défis. Il existe un phénomène fascinant appelé pulsar.
Il s'agit d'un type particulier d'étoile qui émet des impulsions régulières d'ondes radio, un peu comme un phare cosmique clignotant. Dans l'univers, on observe souvent un pulsar accompagné d'une étoile plus petite qui tourne autour de lui. Pourtant, les scientifiques ont découvert un système entouré d'une grande quantité de matière énergétique. Ils se sont alors aperçus qu'il s'agissait probablement des restes d'une autre étoile compagne, autrefois massive. Le pulsar, avec ses émissions intenses de radiation et de particules, consumait lentement sa cavalière. Un peu comme la veuve noire qui dévore son partenaire, d'où le nom attribué à ces systèmes. Depuis cette découverte, d'autres systèmes semblables ont été identifiés, regroupés en une seule famille des araignées. On distingue également les pulsars à dos rouge, qui détruisent des compagnons légèrement plus grands, et les pulsars chasseurs, dont les compagnons sont suffisamment massifs pour résister à une destruction totale. Nous avons découvert un nuage d'eau dans l'espace, et pas n'importe où, autour d'un trou noir. Il s'agit d'un gigantesque réservoir situé à environ 12 milliards d'années-lumière de la Terre. C'est probablement le plus grand et le plus éloigné jamais détecté dans l'univers. Ce nuage contient un volume d'eau stupéfiant, 140 000 milliards de fois supérieur à celui de tous les océans de la Terre réunis. Impressionnant, non? L'eau entoure un quasar, qui est en fait un trou noir supermassif à l'énergie considérable. Ce quasar est environ 20 milliards de fois plus gros que le Soleil et émet autant d'énergie qu'1 million de milliards de soleils. À vous de faire le calcul. À mesure que le trou noir engloutit lentement tout ce qui l'entoure, il libère de l'énergie. Cette énergie réchauffe les gaz et les poussières environnantes, entraînant la formation de vapeurs d'eau. En conséquence, le trou noir est enveloppé d'un immense nuage, tandis que les autres gaz et poussières flottent autour de lui. Ce duo cosmique s'est formé alors que l'univers n'avait qu'1,6 milliard d'années, une fraction de son âge actuel. Cela démontre que l'eau n'est pas une substance récente, mais qu'elle existe dans les galaxies depuis des milliards d'années. Ce quasar ne cessera de devenir plus grand et plus redoutable. S'il parvient à absorber tout le gaz et la poussière qui l'entoure, il pourrait croître jusqu'à 6 fois sa taille actuelle, atteignant potentiellement une masse de 120 milliards de fois celle du Soleil. Voilà qui donne matière à réflexion. Cela peut sembler étrange, mais les trouvailles minières font souvent partie des découvertes les plus excitantes. Prêt pour une chasse au trésor ? Ou peut-être qu'on pourrait simplement jeter un coup d'œil à ce que d'autres personnes ont trouvé sans quitter notre zone de confort. La tanzanite est une pierre plus précieuse et plus chère que les diamants. Elle a été découverte pour la première fois en 1967 en Tanzanie, comme son nom l'indique. La tanzanite est devenue populaire après que Tiffany & Co a commencé à l'utiliser dans ses bijoux. La pierre coûte 200 à 350 $ par carat. Ce chiffre n'est pas très élevé comparé aux autres pierres précieuses de la liste, mais les experts affirment que le prix de la pierre va monter en flèche dans les 20 à 25 prochaines années. Sa teinte bleu-violette profonde la différencie des autres, et elle ne peut être extraite que dans un seul endroit sur Terre. La pierre précieuse suivante est le béryl rouge. Bien qu'elle ne soit pas aussi rare que d'autres, comme l'opale noire, il est difficile d'en trouver de qualité, et tu ne pourras en trouver que sur une montagne en Utah. Avec ses nuances de rouge foncé, cette pierre précieuse est l'une des plus rares de toute la famille des béryls. Le prix de cette beauté peut atteindre 10 000 $ par carat, mais bonne chance pour la trouver en vente. Avec leur teinte verte envoûtante, les émeraudes sont très populaires, même si la plupart ont des imperfections mineures. En de rares occasions, une émeraude naturelle sans aucun défaut apparaît sur le marché, et elle peut alors être vendue pour une somme faramineuse. Par exemple, la légendaire émeraude Rockefeller de 18 carats a été vendue aux enchères pour 5,5 millions de $, soit 305 000 $ par carat. Elle a ainsi battu tous les records de prix par carat. L'opale est une pierre précieuse multicolore que l'on trouve principalement en Australie. Les types les plus courants sont les opales blanches, grises et vertes. Mais penchons-nous sur la plus rare d'entre elles, l'opale noire. Cette dernière contient de nombreuses couleurs de l'arc-en-ciel. Et chaque fois que tu l'admires, tu peux voir d'autres couleurs que tu n'avais pas remarquées auparavant. Il est très difficile de l'extraire et il n'y a aucune garantie d'en trouver. Cette opale Virgin Rainbow est estimée à 1 million de $ et est devenue la plus chère du monde. Elle a été découverte en 2003 par John Dunstan. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elle a été trouvée à l'intérieur d'un ancien squelette de seiche. Voici une bague sertie du rubis Sunrise.
Son nom vient d'un poème portant le même titre, écrit au XIIIe siècle. Mais ce qui rend cette pierre célèbre n'est pas son nom. Elle a été vendue en 2015 pour 30 millions de dollars, ce qui en a fait le rubis le plus cher de tous les temps. L'identité de l'acheteur a été gardée secrète. Il n'y a pas que les pierres précieuses qui coûtent une fortune. Voici l'un des métaux les plus chers au monde, le rhodium. Il n'est pas aussi connu et populaire que par exemple le platine, mais il devient progressivement l'un des matériaux les plus recherchés sur le marché. 80% de la demande de rhodium provient de l'industrie automobile mondiale. La production annuelle est d'environ 30 tonnes. À titre de comparaison, les chercheurs d'or extraient entre 2500 et 3000 tonnes de ce métal précieux chaque année. Tu comprends maintenant pourquoi le rhodium est si cher. Savais-tu qu'en anglais, pépite se dit nugget? Oui, comme les nuggets de poulet. Ça donne faim, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, la plus grosse pépite d'or du monde a maintenant plus d'1 siècle. 2 mineurs ont trouvé cet énorme morceau de métal précieux dans les champs aurifères d'Australie en 1869. Il pesait 97 kg et mesurait 61 cm de long. Les mineurs l'ont appelé « Welcome Stranger », qui signifie « Bienvenue étranger », et ils sont devenus riches instantanément. À cette époque, on pouvait devenir millionnaire du jour au lendemain. De nos jours, il y a le loto, très improbable, mais pas impossible. L'une des petites filles des mineurs a dit que lorsque les gens entendaient son nom, ils lui demandaient toujours où était l'or ou à quel point elle était riche. Elle répondait qu'elle ne l'était pas et qu'elle n'avait même pas de bijoux fabriqués à partir du Welcome Stranger. Imagine que tu as 12 ans et que tu trouves un diamant d'une valeur de 15 000 $ alors que tu te promènes dans un parc. C'est ce qui est arrivé à Michael Detlef. Il a probablement dépensé tout son capital chance ce jour-là. Dans un parc normal, tu peux voir des arbres, des feuilles, des pierres, etc. Mais dans le parc d'État américain Crater of Diamonds, tu peux trouver un vrai diamant. Ce parc est très spécial, car c'est là que se trouvent 8 des plus grands gisements de diamants du monde. Et n'importe qui, littéralement n'importe qui, peut s'y rendre et chercher des diamants. Et la règle est que celui qui trouve une pierre peut la garder. Alors n'hésite pas à aller te trouver un diamant là-bas. Tu pourrais même être plus chanceux que Michael Detlef. Il a trouvé son diamant de 5,16 carats après moins d'1 minute de recherche. As-tu déjà vu le plus gros diamant orange jamais vendu aux enchères? Il a été acheté pour 35,5 millions de dollars en 2013. Cela représente environ 2,4 millions de dollars par carat, ce qui est le prix le plus élevé par carat payé pour un diamant coloré. Des mineurs ont récemment découvert le plus gros diamant rose trouvé depuis plus de 300 ans. Il a été surnommé Lulo Rose, car il provient de la mine de Lulo, dans le nord-est de l'Angola. Il pèse 170 carats. À l'heure actuelle, le plus gros diamant rose du monde est le Darya-i-Noor de 182 carats de la collection iranienne de bijoux nationaux. Mais le Lulo Rose, récemment découvert, est presque aussi gros. Les diamants roses sont relativement rares. Les scientifiques ne savent pas expliquer précisément ce qui donne à la gemme cette teinte rosée. Peut-être sont-ils timides ou facilement embarrassés. Quoi qu'il en soit, ils valent beaucoup d'argent. En 1999, des mineurs d'Afrique du Sud ont découvert un diamant rose brut de 132 carats, appelé plus tard le Pink Star, qui signifie « étoile rose ». En 2013, le Pink Star a été vendu aux enchères pour environ 83 millions de dollars, devenant ainsi la pierre précieuse la plus chère jamais vendue. En 2000, des mineurs ont trouvé une gigantesque pierre de jade de 18 tonnes au Canada. Ils voulaient garder la pierre, mais ils ont reçu une offre généreuse. Les acheteurs voulaient transformer l'énorme morceau de jade en une statue de Bouddha. Finalement, la pierre a été taillée en une statue pesant 4 tonnes. Tu es peut-être assis sur une fortune cachée sous ta maison ou dans ton jardin. De temps en temps, les gens découvrent des choses étranges et précieuses sur leur propriété. C'est ce qui est arrivé à un marchand de pierres précieuses chanceux au Sri Lanka. Il avait des problèmes d'approvisionnement en eau, alors il a décidé de faire creuser un puits dans son jardin. Les ouvriers y ont trouvé une grappe de saphir de 2,5 millions de carats. Elle pesait plus de 453 kilos et valait environ 100 millions de dollars sur le marché. Voilà qui a dû lui permettre de régler son problème d'approvisionnement en eau. Nous avons évoqué les opales noires rares, mais on ne peut s'empêcher de mentionner l'opale ananas. C'est l'un des types d'opales les plus rares et les plus fascinants. Ce n'est pas un fruit fossilisé ou quelque chose du genre.
Seule la forme de cet amas de cristaux ressemble à celle de l'ananas, et ces pierres se trouvent uniquement sur les falaises blanches d'Australie. S'il y a des pépites d'or, il devrait aussi y avoir des pépites d'argent, n'est-ce pas? Oui, il en existe bel et bien. D'ailleurs, la plus grosse pépite d'argent jamais extraite a été trouvée aux États-Unis. Elle pesait 840 kg et était trop grosse pour être transportée en une seule pièce, si bien qu'elle a été découpée en 3 morceaux et déplacée de la mine de Smuggler près d'Aspen dans le Colorado en 1894. Regarde cette pierre précieuse violette étincelante. L'impératrice d'Uruguay est la plus grande géode d'améthyste du monde. C'est une roche creuse avec des milliers de cristaux parfaits qui se sont formés à l'intérieur. Cette géode a 130 millions d'années. Elle fait 3 mètres de haut et pèse 2,5 tonnes. Imagine que tu puisses extraire un objet aussi gros du sol. Il a fallu 3 mois aux mineurs pour la sortir du basalte solide qui l'entourait. Et maintenant, que ferais-tu si tu trouvais quelque chose d'aussi précieux que ces trésors ? Les combinaisons spatiales sont constituées de différents matériaux, éléments et mécanismes afin de protéger le corps dans le vide de l'espace. Et c'est une bonne chose. Aucun être vivant ne peut y flotter sans protection contre les températures glaciales et l'absence d'oxygène, sans parler des rayons brûlants du soleil et des divers objets qui pourraient potentiellement s'écraser sur toi. Le terme technique pour désigner une combinaison spatiale est « unité de mobilité extravéhiculaire ». Elles sont extrêmement durables et leur fabrication est hors de prix, chaque combinaison pouvant coûter jusqu'à 10,4 millions de dollars. Toutes les combinaisons spatiales sont faites sur mesure, leurs divers accessoires et composants étant conçus et fabriqués par 80 entreprises différentes. La taille des composants peut varier et tenir dans la paume de ta main ou mesurer jusqu'à 75 cm. Une combinaison comporte 18 éléments distincts et est constituée de 16 couches. En réalité, il y en a 14, mais si l'on ajoute les 2 couches internes, cela fait 16 au total. Rien que ça. La combinaison spatiale a évolué au fil des décennies pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, un mini vaisseau spatial de forme humaine. Elle est conçue pour reproduire les conditions de vie dans l'atmosphère terrestre afin que les astronautes puissent survivre dans l'espace. Elle est dotée d'un système permettant un apport d'oxygène et l'expulsion du dioxyde de carbone. Elle est suffisamment résistante pour protéger l'astronaute des radiations solaires, des rayons du soleil et des micrométéorites. Les conditions hors de notre atmosphère peuvent être extrêmement rigoureuses. C'est pourquoi les combinaisons sont équipées d'un système de contrôle de la température et d'une enceinte pressurisée. Les températures à l'extérieur de la combinaison peuvent aller de 120 degrés Celsius, aïe, à moins 150. Elles sont conçues pour préserver la vie hors de notre atmosphère. La partie principale de la combinaison est un vêtement de refroidissement fait de nylon, de fibre élastane et de tubes. Il est spécialement fabriqué pour contenir environ 90 mètres de tubes, tressés de manière très dense à l'intérieur d'un vêtement qui recouvre tout le corps sauf la tête, les pieds et les mains. De l'eau réfrigérée circule dans les tubes près de la peau pour réguler la température du corps et le refroidir durant son séjour dans l'espace. C'est un peu comme le ventilateur de ton ordinateur qui est là pour refroidir ta machine lorsqu'elle surchauffe. L'ensemble du vêtement est relié à un système de survie. Le système de survie est l'une des parties les plus importantes de la combinaison et son assemblage nécessite un travail méticuleux. Tout ce qui se trouve dans ce compartiment est indispensable à la survie de l'astronaute. Toute erreur de calcul pourrait être catastrophique et même mettre sa vie en danger. Oh là là! C'est là que se trouvent les réservoirs d'oxygène pressurisés, remplis et fermés hermétiquement. Grâce à un réservoir d'oxygène, on peut tenir jusqu'à 7 heures. Un réservoir secondaire ajoute environ 30 minutes d'oxygène à celui ou celle qui se trouve dans la combinaison. Les astronautes ne peuvent pas se permettre de gaspiller l'oxygène quand ils sortent de leur station. Ils apprennent donc à respirer de manière adaptée. Il y a aussi le dispositif d'expulsion du dioxyde de carbone qui comprend une cartouche filtrante faite d'hydroxyde de lithium, elle aussi rattachée à un tube. De cette façon, il n'y a pas de dioxyde de carbone toxique à l'intérieur de la combinaison qui purifie en permanence l'air qu'elle contient. À côté de ça, il y a un ventilateur qui sert à rafraîchir l'astronaute lorsqu'il se déplace. Porter une combinaison si lourde n'est pas facile et demande un grand effort physique. Même si la gravité est plus faible là-haut, tu dois quand même bouger tes bras et tes jambes, ce qui peut être fatigant à la longue. Il y a aussi une source d'énergie électrique et une radio bidirectionnelle pour communiquer avec la base.
Et juste au cas où quelque chose arriverait, un système d'alerte est installé pour prévenir l'astronaute des défaillances du système. Oh oh! Enfin, il y a le système de refroidissement hydraulique qui maintient le corps à bonne température. Une fois que le système de survie est assemblé, il est rattaché à la partie supérieure du torse qui est rigide. Le casque des combinaisons conçu pour les sorties dans l'espace sert de chambre de pression et est fabriqué en plastique. Il y a un anneau au niveau du cou pour le maintenir en place, avec un sas et un système de ventilation qui fournit de l'oxygène à l'astronaute. Et il est également branché à une bouteille d'oxygène de secours, juste au cas où. Pendant que les astronautes travaillent dans l'espace, ils pourraient avoir envie de boire un peu d'eau. Et heureusement, il y a une paille intégrée pour qu'ils puissent le faire. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, le soleil brille en permanence et peut être éblouissant. Pour protéger l'astronaute de ces rayons, on installe une visière dont le revêtement est en or. Et qu'est-ce qu'un casque de combinaison spatiale sans une caméra pour tout enregistrer? Comme la radio bidirectionnelle est connectée au système de survie, les écouteurs et le microphone sont placés dans la mentonnière et l'astronaute peut communiquer avec la base. L'espace peut être sombre. Oui, en réalité, il l'est la plupart du temps. Alors il y a une lampe intégrée qu'ils utilisent lors des opérations sur des objets proches. Mais continuons notre défilé de mode spatial. Fixé à l'unité inférieure du torse, nous avons le pantalon et les bottes. Il y a aussi une connexion qui va du genou à la cheville et à la taille et qui comprend une poche pressurisée faite d'un nylon spécialement enduit. La plupart de ces éléments sont fabriqués à partir de matériaux durables adaptés aux missions spatiales et constituent également une tenue de soirée élégante pour l'astronaute qui aime sortir la nuit. Tu peux ajuster la taille des anneaux au niveau des cuisses et des jambes quand tu le souhaites. C'est une bonne chose lorsque l'astronaute sort marcher et se dégourdir les jambes. L'astronaute porte aussi des chaussettes thermiques sous ses bottes de style randonnée qui sont équipées d'un système chauffant qui garde ses orteils bien au chaud. La partie supérieure du torse est à la fois rigide et légère. Elle est faite de métal et de fibres de verre et relie l'intérieur de la combinaison au système de survie. Elle ressemble à un t-shirt et on y attache les manches de la combinaison qui vont jusqu'au poignet. Elle vient également se fixer à l'anneau du casque. On y trouve les réservoirs d'eau et d'oxygène et bien d'autres équipements nécessaires pour l'espace. Les combinaisons spatiales les plus récentes sont pourvues d'une entrée à l'arrière pour que les astronautes puissent se glisser à l'intérieur. Quel style! Un module de contrôle situé dans la zone du torse permet à l'astronaute de vérifier les conditions extérieures et de surveiller les fluides et l'électricité. Les gants sont suffisamment robustes pour protéger les astronautes lorsqu'ils touchent et ramassent des objets, tandis qu'ils travaillent à l'extérieur de la station spatiale. Ils sont conçus pour que tous les doigts puissent bouger facilement. C'est la partie du corps qui se refroidit le plus rapidement dans l'espace. C'est pourquoi les gants possèdent eux aussi un système de chauffage. La conception d'une combinaison spatiale, avec tous ces détails, nécessite un grand nombre d'étapes. Ce n'est pas exactement comme quand on tricote un pull. Cela commence par l'intégration du design, puis la modélisation. Ainsi, les concepteurs peuvent savoir à quoi ressemblera le produit final sans avoir à assembler tous les éléments. Et une fois que le modèle est approuvé, ils commencent à réunir tous les matériaux nécessaires, ce qui peut prendre un certain temps. Une fois cette étape franchie, ils commencent la fabrication et l'assemblage, ce qui peut aussi prendre pas mal de temps. Au total, 7 parties seront créées et envoyées à la NASA pour le montage final. Lorsqu'un astronaute sort de la Station spatiale internationale, il doit être attaché à celle-ci par une sangle de sécurité. Ainsi, il ne risque pas de partir à la dérive pendant qu'il effectue ses travaux de maintenance. La plus longue sortie dans l'espace a duré au total 8 heures et 56 minutes, et les combinaisons ont parcouru un long chemin. Pendant la mission Apollo 11, Neil Armstrong n'a pas pu se déplacer sur la Lune de manière très efficace, même si techniquement, il a été le premier à le faire. En fait, il a fait des sauts de lapin, mais avec les dernières innovations technologiques, les astronautes peuvent aujourd'hui marcher et se mouvoir très facilement dans l'espace. La NASA prévoit de retourner sur la Lune d'ici 2024 et prépare 2 nouvelles combinaisons spatiales dotées d'une technologie de pointe et d'un confort optimal pour le mouvement et le travail. Cette combinaison s'appelle Xemu et sa conception est très proche de celle que portent les astronautes dans la Station spatiale internationale. Les nouveaux modèles et leurs caractéristiques permettront aux humains de vivre et de travailler sur la Lune. Nous savons, grâce à une démonstration récente, qu'ils sont bien plus souples que les modèles précédents. Tu peux te pencher et tourner dans tous les sens au niveau de la taille. La section des jambes permet aux astronautes de marcher avec aise.
Parmi les modifications secondaires, les fermetures éclairs et les câbles ont été supprimés afin d'empêcher la poussière de s'infiltrer dans la combinaison. Et que sais-tu du monde étrange et farfelu des états de la matière? La plupart d'entre nous savent que la matière peut être solide, liquide ou gazeuse. Certains parmi nous connaissent même un quatrième état spécial appelé plasma. Mais qu'en est-il des états extraordinaires qui se comportent de manière insensée, comme par exemple en dansant ou en changeant de couleur? Oublie ce que tu pensais savoir sur les solides, les liquides et les gaz, car nous allons plonger dans le côté sauvage de la physique. C'est parti. Tout d'abord, nous avons le plasma de quarks et de gluons. Cet état de la matière ressemble à une bouillie de chaleur. Il s'agit d'un état étrange qui est apparu juste après le Big Bang, lorsque l'univers était incroyablement chaud et dense. À l'intérieur de tout ce qui nous entoure, il y a de minuscules particules appelées quarks. Pour autant que nous le sachions, ce sont les plus petites particules de l'univers. Ce sont les éléments constitutifs de notre monde. Tout comme les briques Lego, ils existent en différents types et peuvent s'assembler pour former des structures plus grandes. Nous avons des quarks up, des quarks down, des quarks étranges, des quarks charme, des quarks top et des quarks bottom. Tous sont maintenus ensemble par des forces spéciales, les gluons. Ils sont comme la supercolle qui maintient les quarks ensemble. Ils sont porteurs d'une force spéciale appelée force nucléaire forte. Ils sont aussi un peu comme des messagers qui transmettent des signaux entre les quarks et les maintiennent en contact. Comment créer un plasma à partir de ces éléments? Eh bien, il faut les chauffer. Et nous devons utiliser une chaleur importante pour créer le plasma de quarks et de gluons. C'est comme si tu jetais ta pizza dans un four brûlant. Lorsque tu augmentes la chaleur, le fromage commence à fondre et il devient tout gluant et coulant. De même, lorsque nous chauffons beaucoup les quarks et les gluons, comme dans des conditions extrêmes, ils deviennent énergiques et commencent à se libérer. Tout cela transforme la matière en une bouillie chaude. Les scientifiques peuvent donc recréer cet état particulier en laboratoire en écrasant des particules à haute énergie. Mais pourquoi avons-nous besoin de faire cela? L'étude du plasma de quarks et de gluons nous aide à comprendre l'évolution de l'univers et ce qui s'est passé dans ses premiers instants. Pour comprendre la recette de la pizza, il faut connaître tous les ingrédients, n'est-ce pas? Y compris le fromage fondu. Ensuite, nous avons un condensat de Bose-Einstein. C'est un état de la matière assez étrange. Essayons de l'expliquer comme suit. Imagine que tu sois avec un groupe d'amis lors d'une fête. En temps normal, tout le monde danse et se déplace librement, ce qui crée une atmosphère animée et énergique. Mais que se passe-t-il si quelque chose d'étrange se produit? Qu'arriverait-il si tous tes amis ralentissaient soudainement et commençaient à bouger ensemble en parfaite synchronisation, presque comme une danse au ralenti? On dirait un film d'horreur. C'est précisément ce qui se passe dans un condensat de Bose-Einstein. Il s'agit d'un état unique de la matière, qui se produit lorsque certaines particules appelées bosons deviennent extrêmement froides. Dans ce cas, tous les bosons se rassemblent dans l'état d'énergie le plus bas possible. Ils forment alors un club cool, où tout le monde fait la même chose. Tout d'abord, nous prenons un gaz de faible densité et nous le refroidissons à des températures très basses, proches du zéro absolu. C'est la température la plus froide possible. À cette température, tout s'arrête de bouger, y compris les particules. En effet, les atomes et les molécules n'ont plus d'énergie pour se déplacer. Cette température n'est pas physiquement possible, pour autant que nous le sachions, mais nous pouvons nous en approcher et atteindre une température d'environ moins 273 degrés Celsius. Les scientifiques utilisent des lasers et des équipements spéciaux pour atteindre cet état. Mais une fois que cela se produit dans un condensat de Bose-Einstein, les bosons ne se contentent pas de rester immobiles comme des statues. Au contraire, ils se rassemblent dans l'état d'énergie le plus bas possible et forment une sorte d'entité unique. Ils commencent à se comporter collectivement, comme s'ils faisaient partie d'un grand superatome. Leurs mouvements sont hautement coordonnés et synchronisés. On dirait l'esprit collectif de Rick et Morty. L'étude des condensats de Bose-Einstein aide les scientifiques à comprendre la nature étrange et quantique de la matière. Elle nous aide à percer les secrets d'un royaume caché où les règles du monde ordinaire ne s'appliquent plus. Ensuite, parlons un peu plus des quarks. Ces derniers sont si particuliers qu'ils disposent d'un état de la matière qui leur est propre. Il s'agit de la matière QCD, ou matière chromodynamique quantique. Il s'agit d'un nom de fantaisie pour la théorie qui décrit comment les quarks et la force forte interagissent. Tu te souviens quand nous parlions des blocs de Lego?
Dans le monde normal, chaque bloc a sa propre couleur, sa propre forme et sa propre taille. Mais que se passerait-il si l'on pouvait jouer avec un type spécial de Lego où les blocs changent de couleur, de forme et de taille au fur et à mesure qu'on les empile? C'est un peu ce qui se passe dans la matière QCD. Normalement, les quarks sont étroitement collés les uns aux autres à l'intérieur de particules telles que les protons et les neutrons. C'est comme s'ils se tenaient la main et ne pouvaient pas trop bouger. Mais lorsque la température est élevée ou que la pression est forte, il se passe quelque chose d'intéressant. La force qui maintient les quarks ensemble, appelée force forte, s'affaiblit. C'est comme si leur emprise se relâchait et que les quarks pouvaient soudain se déplacer plus librement. C'est à ce moment-là que la matière QCD apparaît. Lorsque la force forte s'affaiblit, les quarks commencent à se comporter comme s'ils se trouvaient sur un terrain de jeu amusant. Ils peuvent se déplacer dans tous les sens, interagir les uns avec les autres de manière passionnante et même changer de couleur. C'est comme si les blocs de construction prenaient vie et s'amusaient comme des fous. Les scientifiques étudient la matière QCD dans des accélérateurs de particules tels que le Grand Collisionneur de Hadron. Ils écrasent les particules les unes contre les autres à des vitesses et des énergies incroyables. Ils créent presque des mini-univers précoces et des cœurs d'étoiles à neutrons dans leur laboratoire. Ils étudient la matière QCD pour comprendre le comportement des quarks et le fonctionnement de la force forte dans des conditions extrêmes. De cette manière, nous pouvons en apprendre davantage sur la nature fondamentale de la matière et sur les forces qui la maintiennent ensemble. En d'autres termes, cela nous aide à comprendre comment notre univers est construit. Enfin, nous arrivons au dernier état étrange de la matière, le neutronium. Imagine que tu as un tas de balles. Certaines sont rouges et d'autres bleues. Elles rebondissent toutes, entrant constamment en collision les unes avec les autres. Maintenant, enlevons toutes les boules rouges et ne gardons que les bleues. C'est un peu comme le neutronium. Les neutrons sont de minuscules particules qui traînent, avec les protons, dans le noyau d'un atome, comme un groupe d'amis douillets. Ce sont en quelque sorte les copains cool du monde atomique. Ils sont neutres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de charge, d'où leur nom. Ils jouent bien un rôle important dans la cohésion du noyau et déterminent les propriétés des différents atomes. Le neutronium est une substance composée essentiellement de neutrons. Et dans cette substance étrange, les neutrons sont tout seuls, sans protons. C'est comme une fête réservée aux neutrons. Que se passe-t-il lorsque nous les laissons tranquilles? Le neutronium est incroyablement dense. C'est comme si l'on mettait un grand nombre de boules bleues dans un petit espace. En fait, il est si dense qu'une cuillère à café de neutronium pèserait autant qu'une montagne. C'est un peu fou, non? Le neutronium présente également une autre particularité. Il est très résistant. Si tu essaies de presser cette substance, elle résistera et te repoussera avec une force appelée pression de dégénérescence des neutrons. C'est comme si les boules bleues de notre analogie étaient si serrées qu'elles ne voulaient plus être comprimées. Les scientifiques pensent que le neutronium pourrait exister au cœur de certains objets extrêmement denses, comme les étoiles à neutrons. Ces objets célestes se forment lorsque des étoiles massives arrivent en fin de vie et s'effondrent sous l'effet de leur propre gravité. Lorsque cela se produit, les particules subissent une pression intense et des conditions extrêmes. C'est ainsi que la matière peut se transformer en cette substance extraordinaire. Le neutronium remet en question notre compréhension de la matière et continue d'intriguer les scientifiques qui explorent les mystères de l'univers. Ainsi, de la danse hypnotique des particules dans un plasma de quarks et de gluons au comportement déroutant des atomes dans un condensat de Bose-Einstein, ces états étranges de la matière nous ont montré que la matière est pleine de surprises. Il ne faut pas oublier que l'univers est vaste et mystérieux et que notre exploration de ces états étranges n'en est qu'à ses débuts. Alors, garde ta curiosité en éveil et ouvre ton esprit aux merveilles de notre monde.